Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, chers collègues, la procédure parlementaire peut donner lieu à des batailles politiques et la politique à des batailles de procédure. En témoigne la discussion parlementaire relative à la réforme des retraites, puis celle relative à la proposition de loi du groupe Liot à l'Assemblée qui visait à son abrogation. Cette proposition de loi était, selon certains, irrecevable au titre de l'article 40 dont il est ici question et aurait donc été inconstitutionnelle. Et pourtant, débat parlementaire il devait y avoir. Faut-il donc abroger ou non cet article 40 de la Constitution ? Les parlementaires, cela a été dit par plusieurs d'entre vous, seraient-ils par nature irresponsables, voire incompétents sur le plan budgétaire ? Sans l'article 40, l'exécutif serait-il alors démuni de tout autre outil constitutionnel pour contrôler le Parlement ? Outil dont il se sert pourtant régulièrement de plus en plus et selon certains de façon légèrement excessive. 49.3, 44.3 ou encore diverses règles des assemblées elles-mêmes ne suffisent-elles pas à contraindre le pouvoir législatif ? N'est-il pas temps en réalité de libérer les parlementaires ? Et comme le suggéraient, ils ont été cités à plusieurs reprises, Didier Migaud et Jean Arthuis, de les responsabiliser, de rééquilibrer notre édifice institutionnel pour redonner de la force à notre démocratie. Notre réponse au groupe socialiste et apparenté est oui, car notre volonté est de reparlementariser le régime. Si la Constitution de 1958 institue en théorie un régime parlementaire doté d'un exécutif fort, la pratique qu'en ont eu le général de Gaulle et ses successeurs font que nous vivons, hors période de cohabitation, au sein d'un système présidentialiste. Malgré les diverses évolutions qu'elle a connues, notamment avec la réforme de 2008, notre pratique de la norme juridique suprême maintient le Parlement sous la domination de l'exécutif par l'instauration de mécanismes de parlementarisme rationalisé. Et la pratique de l'exécutif actuel, malgré sa majorité relative, est à l'apogée de ce phénomène de domination, confinant parfois à l'abus. Comme le précisa le commissaire du gouvernement Jeannot en 1958, la disposition de l'article 40 constitutionnalisait la loi dite des maxima, prévue par l'article 14 de la Constitution de 1946. Pourtant, contrairement à cette loi qui autorisait le Parlement à compenser une augmentation de charges publiques par une diminution des dépenses à due concurrence, la Constitution de 1958 a ôté aux parlementaires l'initiative de la dépense en leur retirant toute possibilité de compensation. Le champ de l'article 40, qui était déjà très étendu, a de plus été accentué par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui elle-même a poussé à une convergence encore imparfaite entre l'Assemblée et le Sénat. Ainsi, les charges publiques visées concernent l'ensemble des administrations publiques entrant dans le calcul des déficits et de la dette publique, et donc également les collectivités territoriales. La révision de 2008, qui visait le rééquilibrage des pouvoirs, a donc néanmoins conservé le mécanisme des irrecevabilités législatives. Dans un rapport de l'OCDE datant de 2014, on observe que parmi les 38 pays qui la composent, 52% disposent d'un pouvoir législatif détenant un pouvoir d'amendement illimité et 24% peuvent modifier le budget dans le cadre des limites posées par l'exécutif. Si l'on résume, les 3/4 des pays de l'OCDE peuvent totalement ou partiellement intervenir en matière budgétaire. Pour le quart restant, certains sont uniquement autorisés à réduire les postes existants, Chili et Royaume-Uni, d'autres à approuver ou à rejeter le budget, Grèce et Irlande, ou encore à intervenir selon d'autres règles. Ainsi, en Australie, le corps législatif n'a qu'un pouvoir d'amendement sur les niveaux politiques. Au Canada et en Corée du Sud, je vous rassure, le corps législatif est autorisé à modifier le budget sous réserve de l'approbation de l'exécutif. Ce que nous retenons, c'est que la France se distingue parmi tous les autres pays qui lui sont comparables, en cela que le pouvoir législatif ne peut que réaffecter les ressources à l'intérieur du budget total, il ne peut ni diminuer les ressources ni aggraver l'équilibre. Pour ses promoteurs, l'objectif principal assigné à l'article 40 était d'assurer une gestion sérieuse des finances publiques. Force est de constater que l'objectif est loin d'être atteint. Le président Paul Reynaud avait livré, au moment des travaux préparatoires de la Ve République, la prophétie suivante : les parlementaires vont devenir des économes devant un gouvernement dépensier. Comme le soulignaient Didier Migaud et Jean Arthuis, que je citais précédemment, en 2008, les parlementaires sont devenus des sages budgétaires. À l'Assemblée comme au Sénat, c'est seulement entre 4 et 8% des amendements parlementaires qui sont déclarés irrecevables au titre de l'article 40. Pourtant, la dette publique était de 1 200 milliards d'euros en 2008 et se situait fin 2022 aux alentours de 2 950 milliards,
avec une augmentation sans précédent sous la présidence d'Emmanuel Macron. Les effets pervers de l'article 40 s'observent dans de multiples techniques de contournement, soit en formulant des propositions de rapport ou par le mécanisme du célèbre gage tabac. Autant de techniques qui nuisent à la sincérité du débat parlementaire, voire affranchissent les parlementaires d'estimer le coût réel des mesures proposées. Donc, contrairement aux apparences, ce mécanisme de gage conduit et produit en réalité de la déresponsabilisation. Ces effets pervers s'observent également lors de l'examen du projet de loi de finances. L'article 47 de la LOLF permet aux parlementaires d'amender exclusivement au sein de la même mission, aboutissant à des situations invraisemblables. Dès lors, peut-on encore considérer que le vote du budget par le Parlement relève d'un acte démocratique lorsque l'on connaît la marge de manœuvre dont il dispose ? Le comité Balladur avait proposé d'assouplir le régime de l'irrecevabilité financière de telle sorte que les amendements et les propositions des parlementaires ne soient irrecevables que lorsqu'ils entraînent une aggravation des charges publiques et non d'une seule charge publique. Comme l'avait rappelé en commission mon collègue Éric Kerrouche, et dont je salue ici le travail qu'il mène sur ces sujets, Jean Arthuis et Didier Migaud avaient avancé qu'une telle réforme aurait vidé l'article 40 de son contenu. Alors qu'ils étaient présidents des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat, ils avaient ainsi affirmé que seule la suppression de cet article permettrait un réel renforcement des pouvoirs du Parlement et une responsabilisation des élus. Par ailleurs, la suppression de l'article 40 de la Constitution constituerait un gage efficace contre l'hyper-présidentialisation de la Ve République et permettrait de rétablir un équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif bénéficiant toujours d'autres armes, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans l'arsenal procédural, et la plupart du temps, pas toujours il est vrai, du fait majoritaire. La suppression de l'article 40 n'exclut pas, bien au contraire, le maintien d'un contrôle interne au Parlement et donc une révision du règlement des assemblées allant dans le sens du renforcement de la fonction de contrôle et d'évaluation qui nécessite bien sûr davantage de moyens humains et financiers. Par exemple, les textes d'initiative parlementaire pourraient être soumis au contrôle d'une commission restreinte composée de représentants de la majorité et de l'opposition qui seraient contraints de motiver leurs avis favorables comme défavorables. Mes chers collègues, la suppression de l'article 40 n'est pas pour nous un encouragement à la gabegie fait aux parlementaires. Elle est contraire l'occasion de responsabiliser les élus et ouvre de nouvelles perspectives d'initiatives législatives. Si cette mesure ne suffit pas à elle-même, elle va dans le sens du renforcement du poids de l'institution parlementaire et participerait, si elle était votée, à la vitalité démocratique de notre pays. C'est pourquoi mon groupe votera en faveur de cette proposition de loi du groupe CRCE-K, à l'exception bien sûr de notre collègue Claude Raynal, en tant que président de la commission des finances, qui ne prendra pas part au vote.